de préalable n'est pas initié au Québec, Québec qui le veut. Vous avez défendu la paix dans le monde, la paix en Afrique. C'est une marque de fabrique chez vous. Est-ce qu'il est possible de me dire un peu plus comment vous avez permis la libération de M. Mandela? Nous avons d'abord globalement, au niveau du continent, lutté contre l'apartheid. Puis mes collègues chefs d'État au sommet de l'OUA en 1986, m'ont élu président en exercice de l'OUA, 86-87. Et j'avais dédié mon mandat à la lutte contre l'apartheid. Mon mandat, 86-87. Au cours de ce mandat, je crois avoir pratiquement fait le tour du monde pour demander au monde d'appliquer des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Je suis allé en Amérique, au Canada. J'ai fait toute l'Europe de l'Ouest jusqu'en Finlande, Suède, Norvège. J'étais en France, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, Grande-Bretagne, j'ai eu Madame Thatcher. Et bon, je suis allé en Chine pour demander l'appui du monde à l'Afrique. Pour que les Noirs d'Afrique soient libérés, l'apartheid. Je me combat. Sanctions économiques contre le régime d'apartheid. À la fin, on a eu gain de cause puisque le Sénat américain avait fini par voter pour des sanctions économiques contre. C'était une décision historique du Sénat américain. C'était d'ailleurs la première fois. Puis j'ai obtenu des non-alignés au sommet d'Harare, qui est un fonds des non-alignés de soutien aux pays de la ligne de front. Un fonds. Le fonds Africa, qui existe encore. Et tous les pays non alignés devaient apporter des ressources à ce fonds. Le fonds Africa, on l'a mis en place à New Delhi. Le Premier ministre Rajiv Gandhi a soutenu l'idée, Fidel Castro a soutenu l'idée, Kadhafi a soutenu l'idée, et tous les autres pays des non-alignés ont soutenu l'idée de la mise en place du Fonds africain. Les Congolais, chaque Congolais a cotisé pour le Fonds africain. Bah, chaque Congolais. Même les enfants des écoles demandaient quelques petits bouts à leurs parents. Et puis, à l'école, les maîtres ramassaient. On a constitué le Fonds africain pour le Congo à destination de l'Afrique australe, des pays de la ligne de front. Et ça, c'était le deuxième acte. Le troisième, c'était une campagne contre l'apartheid. Nous avons organisé à Brazzaville un colloque. Les écrivains du monde accusent l'apartheid. C'était un grand colloque. Ils se sont réunis à Brazzaville et ont tenu ce colloque historique. Bon, et puis il fallait aller au plus près des choses, obtenir la négociation directe. La négociation directe, c'était l'Amérique, Cuba, l'Afrique du Sud, l'Angola. Les États-Unis d'Amérique estimaient que la Namibie ne pouvait pas accéder à l'indépendance tant que les troupes cubaines resteraient en Angola. Fidel Castro disait que les troupes cubaines
ne quitteront jamais l'Angola avant la fin de l'apartheid. Position de Fidel Castro qui était soutenue par l'Union soviétique. L'Afrique du Sud avait ses troupes en Namibie, ces troupes qui occupaient le sud de l'Angola. Vous voyez que c'est des positions qui étaient très éloignées les unes des autres. Ben, il fallait trouver le compromis là-dedans. C'était le sens des négociations dites quadripartites à Brazzaville. L'Afrique du Sud, Cuba, l'Angola, disons avec la médiation des États-Unis d'Amérique, parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas partis au conflit, disons avec la médiation de l'Amérique. Mais on durait plusieurs mois à Brazzaville. Quand vous serez à Brazzaville, on vous montrera la salle dans laquelle les accords de Brazzaville ont été signés. Ah, il y a une plaque commémorative. Donc, ces négociations ont permis, le protocole d'accord de Brazzaville a permis le départ des troupes cubaines d'Angola, le départ des troupes d'Afrique du sud de l'Angola, et le départ des troupes d'Afrique du Sud de la Namibie, l'indépendance de la Namibie. Et j'ai vu Mandela pour la première fois, il était libéré. Notre première rencontre a eu lieu à Windhoek, au moment où on voyait le drapeau de l'Afrique du Sud descendre et celui de la Namibie monter. Il était 18 un soleil magnifique à Windhoek. C'était ma première rencontre avec Mandela. Et passé entre-temps, le processus de sa libération avait été engagé, était libéré. Et moi-même, parce que le président Bush père, qui voulait me dire sa satisfaction pour le rôle que nous avons joué dans cette affaire, m'a invité à effectuer une visite d'État aux États-Unis. Et j'étais dans l'avion au-dessus de l'Atlantique quand on m'a annoncé la libération de Mandela. Donc, le jour de la libération de Mandela coïncide avec le début de la visite d'État que j'ai effectuée à Washington à l'invitation de Bush père. Donc, c'était de longues batailles. C'est extraordinaire. C'est incroyable parce qu'on connaît mal cette histoire. Ah oui, mais les Sud-Africains connaissent. Oui, les anciens. Vous êtes un sage par votre longévité et vous êtes un précurseur et visionnaire pour une cause qui est aujourd'hui mondiale, qui concerne tout le monde aujourd'hui, mais que vous avez mis en avant sur le plan international dès les années 70, c'est la cause écologique. Humainement, en tant qu'homme, quel ressenti vous avez de ne pas avoir été suffisamment peut-être écouté quand vous avez mis ce sujet sur les tables internationales? Je suis allé à toutes les COP. Oui. Et on en prévoit une autre COP à Dubaï bientôt. Mais on nous a tout promis, nous, pays pauvres. On nous a tout promis, mais rien n'est arrivé. Je me souviens du débat à Copenhague. À Copenhague, il nous avait été promis 100 milliards de dollars tous les ans. Alors, des 100 milliards de dollars, on n'en a vu aucun depuis Copenhague. Mais à nous qui sommes dans les forêts ici, on nous dit, si nous devons couper un arbre pour le vendre, il faut qu'il soit certifié. Mais moi, dans ma jeunesse, j'ai vu comment les pays industrialisés ont détruit les forêts ici. J'étais jeune, collégien, et on s'amusait à compter le nombre de wagons de grubes tirés par des locomotives qui passaient sous notre nez
partait de Brazzaville pour Pointe-Noire, des grumes. On comptait les wagons. Parfois, on comptait 50 wagons par train. Des grumes. C'était même pas des sillages. C'est des troncs coupés, mis dans les wagons. Et oui. Et j'ai assisté à cela. Et aujourd'hui, les mêmes pollueurs veulent être des donneurs de leçons. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette façon. Est-ce que vous gardez foi en l'avenir et en l'humanité? Ah oui, sans aucun doute. Surtout, foi en l'avenir de l'Afrique. Malgré les apparences, l'Afrique est appelée à aller au développement. À la fin de la rencontre, une photo de famille a immortalisé ces instants. Par la suite, le président de la République est allé voir à quoi ressemble le véhicule de Patrick. Séance tenante, les rôles ont été inversés. Denis Sassou Nguesso a demandé quelques éclaircissements à Patrick. Alors le but premier, c'est de faire un documentaire en essayant de parler de l'Afrique autrement et en mettant en avant les actions positives autour de l'écologie, de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est les deux axes principaux. Mais les routes sont difficilement praticables. J'ai évidemment des problèmes administratifs en tant que Français dans certains pays d'Afrique, donc ils demandent surtout de la patience. Mais toutes ces difficultés-là sont annihilées par la bienveillance des gens, parce que le peuple africain dans son ensemble est extrêmement bienveillant et extrêmement solidaire. Et la morale dans tout ça? La morale, alors c'est assez simpliste, ça fait un peu mise de beauté de dire ça, mais le monde est merveilleux. Donc les méfiances, toutes les a priori qui sont diffusées souvent par nos médias, il faut faire fi et aller voir les gens au plus proche du terrain, aller découvrir soi-même. Le monde est chouette. Prochaine destination de Patrick, l'Angola.